Très bien, les gars. Pouvez-vous imaginer des menaces si secrètes que même les services secrets ne pourraient pas les détecter? Parce que c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Les services secrets sont sortis et on dit non, Erika ment, et sa mère aussi. Bon, en gros, j'exagère un peu. Ils n'ont pas dit que sa mère mentait, mais j'ai juste ajouté ça. Je ne mens pas autant qu'elle. Ils ont clairement dit qu'elle mentait. Il n'y a pas d'autre façon d'interpréter le communiqué qu'ils ont publié. Je trouve aussi intéressant qu'ils aient publié un communiqué à la presse. En plus, Victor Marx a été, si vous ne le saviez pas, je l'ai mentionné hier, la toute première personne à annoncer sur les réseaux sociaux que Charlie Kirk était mort. Dans une publication qu'il a ensuite supprimée, il l'a en fait laissé en ligne assez longtemps. Et compte tenu de tout ce que j'ai appris sur lui maintenant, les allégations selon lesquelles il travaille ou travaillait avec Israël, cette information me paraît soudainement très pertinente. Donc, nous allons l'examiner. Et enfin, l'ATF a publié son résumé. Ce n'est même pas vraiment le rapport et ça ne vaut absolument rien. Je veux que vous sachiez que c'est vraiment du vent. Tout le reste n'est que du bruit. Bienvenue à nouveau sur Candice. J'ai tellement ri tout à l'heure à cause de toute cette situation à l'Université de Géorgie. C'est objectivement hilarant. Parfois, il faut juste prendre du recul, regarder tout ça et se rendre compte de ce que nous sommes. C'est une sitcom. Turning Point USA est devenue une sitcom. D'une manière ou d'une autre, Erika pensait vraiment qu'elle allait s'en sortir en disant qu'il y avait une menace très crédible contre sa vie. Et personne ne dirait « Oh, attends, tu ne devrais probablement pas dire ça avec la vice-présidente dans la pièce. » Tu ne peux pas juste dire des trucs comme ça. C'est toujours l'une de mes phrases. Tu ne peux pas juste dire des trucs, mais tu ne devrais vraiment pas juste dire des trucs quand tu as la vice-présidente des États-Unis avec toi. En fait, si une menace crédible pesait sur toi, cela deviendrait une menace à la sécurité nationale, non? Tu es en train de dire que ma vie était en danger. D'accord, quoi? Cela signifie que la vie de la vice-présidente était également en danger. Il n'y a aucun moyen de vraiment séparer cela. Donc, bien sûr, ce qui a naturellement suivi, c'est que certains journalistes ont été alarmés. Et ils ont contacté la Maison-Blanche et ils ont contacté les services secrets pour obtenir des informations supplémentaires et un commentaire concernant cette menace présumée. Et voici le titre. C'est dans le CBS de Barry Weiss, rien que ça. D'accord, donc c'est comme si elle avait des contacts chez CBS. Et même eux ont dû simplement publier ce titre. Les services secrets déterminent qu'il n'y a pas de menace crédible pour le rassemblement du gars après l'annulation d'Erika Kirk, selon une source. Dans l'article, il est écrit « Les États-Unis ». Les services secrets ont déterminé qu'il n'y avait pas de menace crédible pour le rassemblement Turning Point USA de mardi. À l'Université de Géorgie, même si une apparition conjointe prévue avec Erika Kirk a été annulée en raison de préoccupations de sécurité non spécifiées. Une personne au fait de l'affaire a déclaré à CBS News, selon la source, que le site était sécurisé et qu'aucune menace connue ne pesait sur la personne protégée. Ce serait la vice-présidente. Maintenant, même si Kirk a pu recevoir des messages hostiles, y compris sur les réseaux sociaux, ceux-ci ne faisaient pas partie d'un flux de menaces identifiées ou exploitables surveillées par les autorités fédérales. Laissez-moi vous interpréter cela, d'accord? Il n'y a littéralement aucun moyen de séparer cela. Lorsque la vice-présidente prend la parole, s'il doit intervenir lors d'un événement et que Candace Owens doit monter sur scène, les autorités fédérales vont surveiller en ligne les menaces visant Candace Owens. Parce que vous n'allez pas dire « Oh, cette personne a dit qu'elle allait tuer Candace Owens. » Mais ne t'inquiète pas, VIP. Ils n'agiront que lorsqu'ils seront là. Ils ne vont tuer que Candace. Elle t'interviewe sur scène, mais ne t'inquiète pas pour cette menace. Non, bien sûr, ils surveilleraient aussi. Des menaces contre Turning Point USA, des menaces qui étaient dirigées contre Erika Kirk. Et ils ont dit que cela n'arrivait pas. Une menace contre Erika aurait été une menace contre la vice-présidente. Et je trouve intéressant qu'ils aient fait sortir cette information, qu'ils aient décidé de parler avec CBS, évidemment, officieusement, probablement parce que ce qu'Erika a dit les a embarrassés. Cela impliquerait que son équipe de sécurité avait des renseignements qu'il n'avait pas et que ces renseignements étaient jugés tellement crédibles. Qu'ils ont décidé qu'elle ne pouvait pas participer à l'événement, mais que les services secrets ont simplement décidé de continuer et de permettre à la vice-présidente d'y aller. Tu es en train de dire, en gros, que les services secrets ne sont pas compétents dans leur travail. Et ils ont dit, non, en fait, nous allons sortir et clarifier les choses. C'est mortifiant pour Turning Point USA.
C'est Erika Kirk qui joue à la patronne un peu trop près du soleil. Elle s'en est sortie avec tous ses mensonges, passant des coups de fil. Et finalement, les services secrets l'ont remise à sa place. Maintenant, ça devient encore pire. Et je ne sais pas comment j'ai complètement négligé cette possibilité. En fait, je le sais, probablement parce que cette option était tellement insensée. Dans mon esprit, cela ne m'est même pas venu à l'idée de la considérer. L'idée qu'Erika ait déjà pu être en Géorgie et qu'elle ait vraiment annulé à la dernière minute après être déjà allée sur le lieu, cela ne m'a même jamais traversé l'esprit. J'ai supposé à tort qu'elle devait être à Scottsdale, non? C'est la seule façon de faire fonctionner l'histoire. Ils ont dit que quelqu'un suivait son vol. D'accord. Eh bien, évidemment, ça doit être un truc de Scottsdale. Dans ma tête, c'est pas ce que je pensais. Et elle a alors décidé de ne pas prendre l'avion à cause de certaines menaces. Mesdames et messieurs, je me suis trompée. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Heureusement, j'ai regardé l'émission de Baron Coleman hier soir et il a proposé cette option. Et puis nous avons reçu un tuyau disant qu'Erika était effectivement déjà en Géorgie. Et vous n'allez pas croire comment ça s'est réellement passé, l'annulation de l'événement par Erika. Donc, tout de suite, je veux juste dire qu'en tant que société, nous méritons de meilleures opérations psychologiques. Ça commence à devenir irrespectueux. Elle part dans tous les sens. Ils partent tous dans tous les sens. Et je veux juste dire que nous méritons de meilleures opérations psychologiques. Mais je veux que vous sachiez que le mensonge qu'elle a raconté ici est tellement énorme qu'il mérite non seulement qu'elle doive démissionner, mais Andrew Colvette devrait, franchement, aussi avoir à démissionner dans la honte une fois que je vous aurai montré comment cela s'est passé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ces deux personnes. Donc, pour que vous compreniez bien ce qui se passe lorsque la vice-présidente des États-Unis se rend dans une ville pour y parler, ou lorsque le président des États-Unis va prendre la parole, au moins 48 heures avant son arrivée, l'aéroport, le lieu où il va atterrir, tout va être fouillé et sécurisé. Des personnes vont être envoyées avant lui. Des militaires vont être envoyés avant lui, avant son arrivée. Bien sûr, ils ne font pas ça le jour même, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train d'improviser avec le numéro 2 des États-Unis. Donc, le jour de son arrivée, ils savent déjà comment tout va se dérouler. Et tout le périmètre, il va y avoir un périmètre complet mis en place autour de l'endroit où il se déplace, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pouvoir vous approcher du vice-président lorsqu'il se déplace. Donc, à mon avis, il y avait donc 0% de chance qu'Erika ait représenté une menace réelle concernant son déplacement alors qu'elle était déjà en Géorgie. J'ai complètement écarté cette option. Ça devait forcément être à Scottsdale. Mais c'est ce qui s'est passé. Erika, c'est l'histoire qu'ils essayaient de faire passer. Et voici ce qui s'est réellement passé ce jour-là. D'accord. Eh bien, commençons par avant. Samedi soir, Erika Kirk a pris l'avion pour Palm Beach parce qu'elle assistait à la fête prénuptiale de Bettina qui a eu lieu le dimanche. Voici quelques photos d'elle dimanche à la fête prénuptiale de Bettina, qui sera bientôt la femme de Trump. Elle est fiancée à Don Trump Jr. J'ai immédiatement compris que cela se passait dimanche parce qu'Ivanka était présente. Et il en va de même pour la fille d'Ivanka. Et cela nous indique évidemment que ce n'était pas samedi parce qu'Ivanka et ils sont orthodoxes. Donc cela s'est passé dimanche. Lundi, Erika a choisi de rester à Palm Beach. Mardi, elle a pris l'avion de West Palm Beach jusqu'à Athens, en Géorgie, pour son événement. Et je veux être claire, elle a donc atterri dans l'aéroport privé et le terminal déjà sécurisé par les services secrets. Le gouvernement fédéral avait déjà sécurisé cela plusieurs jours auparavant, exactement le même où le vice-président devait arriver, d'accord? Leur histoire est terminée. C'est terminé là tout de suite. Nous allons donc examiner la chronologie de cette journée pour que vous puissiez apprécier l'audace du mensonge qu'ils ont essayé de nous vendre. Plus tard, ils avoueront avoir menti, mais avant cela, venons-en aux faits. À 13h27, Erika a quitté West Palm Beach pour se rendre à l'événement en Géorgie. À 2h40, Erika a atterri à destination d'Athènes, en Géorgie. À 15h53 JD, l'avion de Vance commence à survoler la Caroline du Nord en rond, car c'est à ce moment-là qu'il reçoit l'appel téléphonique lui annonçant qu'Erika ne souhaite pas participer à l'événement. Je vais supposer qu'Erika l'a appelé personnellement, donc vous pouvez voir cette petite boucle. Nous allons descendre ici. Ça m'a fait penser, et il commence juste à dire « Je ne sais pas si on va faire cet événement ». Je vais vous montrer un extrait où il l'admet. Heureusement, Baron m'a mis sur la piste. C'était 2 heures avant qu'il monte sur scène. À 15h53, il tourne en rond et reçoit l'appel. Erika s'écroule. Et elle ne va pas se contenter de paniquer sur le tarmac en disant qu'il n'y a aucune sécurité.
Les services secrets attendent GD atterrir. OK, comme ça, cela ne s'est pas produit. De toute évidence, il n'y avait personne à l'aérogare à bord de son avion. Elle avait déjà atterri. On ne peut donc pas dire « Oh, elle pensait que quelqu'un allait mettre quelque chose d'effrayant dans son avion. Elle est déjà là. » Et ainsi, voilà ce que nous avons, GD. Vance atterrit ensuite à Athènes à 16h34. Donc, arrivé au même aéroport qu'Erika. Il n'y a aucune menace. Aucune menace. Personne n'attend à l'aéroport. C'était comme dire « Oh non, tu es bon. Je sais que vous êtes avec JD, Vance, le vice-président. En fait, je suis ici uniquement pour Erika. Je ne vais faire de mal qu'à Erika. 5 heures du soir. Tu sais, le garde de Euryphi qui traîne toujours trop. Il ouvre désormais chaque étape de la tournée et fait la promotion de Euryphi, et il a ouvert cet événement à 17 heures. Et il semble clairement qu'il salue Erika sur scène et regarde vers la gauche. Il dit son nom et il dit genre « Merci Erika ». Je vais vous montrer l'extrait parce que ça me fait penser qu'Erika était juste sur la gauche, en coulisses. C'est là que tu te tiendrais. J'ai assisté à des millions d'événements où elle était juste en coulisses, probablement sur le point de sortir pour parler et dire quelques mots. Écoutez Lane Schauberger. Erika continue de nous soutenir et de nous inspirer chaque jour à persévérer et à nous battre pour l'idée que chacun mérite une voie vers la rédemption et la prospérité. Alors Erika, merci. Merci pour ton amitié et de croire en Oui à RFI. Alors Erika, merci. Je te le dis, je suis d'accord avec Baron sur ce point. Elle était dans le bâtiment et elle était en coulisses, là où les gens ne pouvaient pas la voir, d'accord? Et ce qui s'est probablement passé, c'est qu'elle a alors évalué, ils avaient constaté que les gens ne venaient pas et Erika était en train de craquer. Baron a même souligné le fait qu'Andrew, elle était habillée beaucoup trop décontractée et Andrew est vraiment très métrosexuel. Il était habillé beaucoup trop décontracté pour interviewer GD, Vance. C'est ainsi que tout a dû se faire à la dernière minute, car Andrew Colvett ne sait pas s'habiller correctement pour différents lieux. Il ne se serait pas habillé comme ça pour interviewer le vice-président. Et donc, ce détail de dernière minute, c'est qu'Erika était déjà sur place. Elle s'est rendue compte que personne ne viendrait et elle a voulu annuler l'événement. Alors, ce qui se passe, c'est que GD, l'avion tourne autour de 353, d'accord? Il atterrit ensuite à la position 434. On est donc censé croire une ou deux choses. Ils viennent sur le tarmac, ils ne se sont rien dit. Non, évidemment, cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit du tout. JD, Vance affirme qu'il maintiendra l'événement. Et la première question que Colbert lui pose, il le piège et dit « Oh, Erika, oh mon Dieu !» Et écoutez JD. Vance, dire qu'il y a 2 heures, c'est-à-dire au moment où son avion a commencé à tourner dans les airs, il y a 2 heures, je ne savais pas si cet événement allait avoir lieu. Alors écoutez bien. Eh bien, tout d'abord, j'adore Erika et je sais qu'elle a effectivement reçu des menaces. Et vous savez, il y a environ 2 heures, comme tu le sais, Andrew, j'étais un peu inquiet que nous devions annuler l'événement parce qu'Erika n'allait pas venir et elle était très inquiète à ce sujet. Et j'ai parlé au secret service et évidemment, ces gars-là font un très bon travail. Et j'ai dit, tu sais quoi, laissons Erika faire ce qu'elle doit faire pour elle-même et sa famille. Il dit en gros que le secret service a dit « Nous n'avons aucune idée de ce dont elle parle. Tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas pourquoi elle fait une crise. Nous avons évidemment tout sécurisé. » Et il a dit « D'accord, laissons-la régler les choses. » Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Erika n'a pas quitté Athènes avant 18h39. Elle a quitté Athènes et est repartie pour Scottsdale. Donc, elle est restée là-bas longtemps. D'accord. Erika est restée là pendant 4 heures et, comme l'ont déterminé les services secrets, il n'y avait aucune preuve crédible. Menace. Il n'aurait pas ignoré une menace sérieuse contre Erika Kirk, car cela aurait signifié qu'il existait une menace sérieuse contre la vice-présidente. Elle l'interviewait. On ne peut pas dissocier ça. Que devons-nous en tirer? Je tiens à être clair, et je continuerai à le dire. Peu m'importe de devenir l'ennemi public. Premièrement, Erika Kirk est malveillante. Elle est malveillante. Il faut l'accepter, car ce n'est pas seulement qu'elle est capable de nous mentir. Elle le fait souvent. C'est la manière dont elle le fait. Il y a toujours chez elle une tendance vers le mal. D'accord, laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Beaucoup de gens mentent. Il y a des gens qui, littéralement, doivent mentir pour gagner leur vie. Les agents de relations publiques, n'est-ce pas? Ils sont toujours obligés de nous dire un petit mensonge. Et généralement, c'est pour offrir une certaine protection à leurs clients. Nous y sommes habitués. Ah oui, vous savez, cet artiste est actuellement hospitalisé pour épuisement. D'accord, on a compris.
Ils ont probablement fait une overdose et ils sont probablement en route pour un centre de désintoxication. Droite? Mais ils ne vont pas nous le dire, car est-ce vraiment notre affaire de savoir qu'un artiste a fait une overdose? Probablement pas, d'accord? Mais il y a aussi des circonstances où les artistes font quelque chose de mal et que c'est public. Pensez à Morgan Wallen, la star de la country, qui a jeté une chaise par la fenêtre d'un bar en centre-ville ici à Nashville, non? Il n'a pas eu de chance. Et malheureusement, la chaise a atterri à quelques mètres de policiers. Il se fait arrêter. Qu'est-ce qu'il fait après ça? Il présente des excuses publiques. Il dit, vous savez, je suis allé au poste de police. Je voulais m'assurer de présenter mes excuses à tout le monde. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, blabla, d'accord? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et vous savez quoi? Le public est en fait très indulgent, en général. J'adore Morgan Wallen. Il a des ennuis. C'est presque comme si ça faisait partie de sa marque. Le public est très indulgent quand on est honnête et qu'on assume ses propres conneries. Il faut vraiment être d'une toute autre trempe, un type très particulier de personne pour faire quelque chose de mal et ensuite blâmer le public, d'accord? Jeter une chaise par la fenêtre d'un bar, puis demander à ton équipe de relations publiques de dire au vice-président que tu l'as fait parce qu'il y avait une menace immédiate pour ta sécurité dans ce bar et que c'est finalement la faute de fans dérangés en ligne qui commentent à chaque fois que tu chantes une bonne chanson country. Et tu as jeté cette chaise parce que tu avais besoin du chemin le plus rapide pour rentrer auprès de tes enfants à la maison. Oh, je suis désolée. Maintenant, c'est de notre faute s'il a jeté une chaise. D'accord. C'est bizarre. C'est un peu psychopathe. Seule une catégorie très particulière d'humains pourrait rassembler le manque de honte nécessaire pour abandonner un engagement public. Tu t'étais engagé à être présent. Tu as ensuite décidé que tu ne voulais plus le faire. Et pour être clair, par pur ego, tu as décidé que tu ne voulais plus le faire. Tu t'es dit, oh, il n'y a pas assez de monde ici. Je n'ai plus envie de faire ça. Et puis, au lieu d'assumer cela et de publier un message en ligne en disant, par exemple, que tu ne voulais pas être là, ou peut-être dire gentiment que je sortirai dans quelques jours pour vous expliquer pourquoi je me suis désistée à la dernière minute. Elle demande alors à son équipe de relations publiques non seulement d'inventer un mensonge, mais de créer une menace existentielle contre sa vie, ce qui finira par faire porter la responsabilité au public. Vous n'avez pas su me protéger? Moi. C'est pour ça que je ne suis pas là ce soir. C'est vicieux. C'est malveillant. Je continue de souligner ce qu'Elizabeth Lane, la journaliste, a déclaré dans son post. Selon elle, Erika Kirk présente les caractéristiques d'une psychopathe. C'est cette façon de penser psychopathique de retourner la situation contre les autres parce que vous avez pris une décision. Et d'ailleurs, je veux être claire, j'ai maintenant une opinion différente sur la raison pour laquelle J.D. Vance est arrivée sur les chapeaux de roue, plein d'énergie, indignée par la façon dont elle était traitée. Je n'en ai aucune preuve. Je vais me risquer à une hypothèse. Mais je sais que lorsque Erika ne voulait pas que les gens viennent à l'événement catholique pour les catholiques, parce que j'y prenais la parole, je ne parlais pas d'elle, nous ne parlions pas de politique, c'était littéralement une prière. Elle a passé des appels personnels et elle a pleuré au téléphone. D'accord. JD, l'énergie de Vance est si communicative qu'Erika a pleuré au téléphone. Je pense que lorsque JD, quand l'avion de Vance tournait en rond, bien sûr, Erika l'aurait appelé directement. Elle ne l'aurait pas fait par l'intermédiaire d'une tierce personne. Par respect. Je pense qu'elle était au téléphone avec lui. Elle a pleuré. C'est ça. Son énergie, c'est celle du mal. J'ai besoin de protéger une femme en détresse. Genre, c'est une femme. Elle a juste peur. Et genre, je regarde en ligne et les gens disent, genre, ils disent juste ça. Genre, ils veulent que je meure. Et je suis tellement dépassée en ce moment, monsieur. Vice-président, je suis tout simplement dépassée. Dab, 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 pas de larmes, je suis tellement dépassée. Et il a probablement dit, oh mon Dieu. Et mes enfants, je ne veux tout simplement pas que mes enfants soient bien sages. Monsieur, vice-président, je sais, je suis vraiment désolée. C'est ce que je pense qu'il s'est passé. D'accord, c'est l'énergie qu'il dégage. C'est comme, oh là là, je me sens tellement mal, je dois protéger cet oiseau blessé. C'est tellement injuste qu'elle ait peur. Elle s'inquiète pour ses enfants. Juste un événement. Et la réalité, c'est qu'Erika a juste vu la foule. Elle ne voulait pas parler. Elle a géré JD. Et ensuite, elle a demandé à Andrew d'inventer un mensonge sinistre. On ne va pas appeler ça un mensonge sinistre, n'est-ce pas? Je pense que JD, au téléphone, a probablement essayé de la rassurer en disant que les services secrets avaient déjà tout vérifié, que tout allait bien. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas à cause de sa famille. Il a compris car elle craignait pour ses enfants, même s'il affirmait que les services secrets géraient la situation. Il a admis qu'elle devait privilégier les siens. C'est ma meilleure interprétation.
Je pense qu'Erika est calculatrice. Et je veux dire à JD, Vance, tu ferais mieux de te réveiller vite, d'accord? C'est une veuve noire, mon ami. Tu vas te faire mordre. Et tu devrais probablement consulter ta femme à ce sujet. Les femmes comprennent mieux ces choses-là. Nous savons de quoi les femmes sont capables. Les hommes, ça c'est bien d'avoir ça en vous, que votre instinct soit de vouloir défendre une femme qui pleure. Mais laissez-moi vous dire, il y a des femmes qui pleurent et qui finiront par vous détruire. Et il faut reconnaître le mérite du secret service qui est sorti et a déclaré qu'elle avait menti en faisant fuiter l'information à la presse. C'est humiliant pour JD, parce qu'il a été manipulé. Mais cela représente aussi une crise de relations publiques d'une ampleur épique pour Erika. Ne vous y trompez pas. Et je pense qu'il est évident qu'ils ont une sorte de crise, un responsable RP. Et Andrew a en quelque sorte été poussé à s'écarter parce que quel idiot de ne pas y avoir pensé. Cela se retournerait contre eux en impliquant le bureau exécutif dans cette absurdité. Et il semble qu'ils aient engagé quelqu'un probablement dans les dernières 24 heures, à en juger par cet article que je viens de lire et que je vais vous montrer. Parce que c'est la première fois que la communication était plutôt bonne ici, pour la toute première fois. Turning Point n'a pas manipulé le public. Donc, qui qu'ils aient recruté, ils ont fait venir une femme et elle dit « Arrêtez juste avec les conneries, personne ne croit à ça ». Et dans l'article, préparez-vous, c'est la première fois. Ils vont admettre qu'Erika a peut-être fait certaines choses qui ne sont pas correctes. C'est hallucinant. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais, surtout parce que le Daily Mail est l'un de leurs tabloïds préférés, qui, justement, fait tout ce qu'ils demandent et prétend que tout ce qu'ils disent est vrai. Il est écrit « TPUSA a évoqué des inquiétudes concernant des menaces sérieuses contre sa sécurité. » Mais des sources internes affirment que ce n'est pas toute l'histoire. Kirk a été critiqué par certains commentateurs en ligne qui estimaient que son retour à la vie publique après la mort de Charlie était trop rapide ou que ses apparitions donnaient une mauvaise impression. Un proche confident a déclaré au Daily Mail, je cite, « Elle est consciente de l'image qu'elle renvoie. Elle n'est pas stupide. Elle a vu les commentaires en ligne. Elle comprend. Ça fait mal. » Le mois dernier, la réaction négative a atteint un nouveau niveau après qu'une vidéo virale du comédien Drevsky a tourné en dérision le comportement de Kirk après le meurtre de son mari, mettant en scène des expressions exagérées et de fausses larmes. L'informateur a poursuivi. La vidéo de Drevsky lui a montré ce que les gens pensaient d'elle. Elle est vraiment blessée que les gens ressentent cela à son égard, qu'ils se moquent d'elle. Elle s'est retirée de l'événement TPUSA à cause de plusieurs facteurs. Je ne pense pas que ce soit uniquement des préoccupations de sécurité, a déclaré la source. S'il y avait eu des préoccupations de sécurité, la vice-présidente ne serait pas venue. C'est le plus proche que nous aurons d'elle, admettant qu'ils ont menti et qu'en réalité, elle était embarrassée et c'est pour cela qu'elle s'est retirée. C'est ça. C'est comme si j'étais sidérée par ça. Et puis ça continue. Au fait, ils ne peuvent jamais me mentionner sans m'insulter dans la même phrase, même quand ils admettent que j'avais raison. Ils disent extrême droite. La commentatrice Candace Owens, qui a colporté des théories du complot farfelu sur la mort de Charlie, a suggéré que l'absence de Kirk était due à de faibles ventes de billets. Mais l'informateur a ajouté que ce n'était pas seulement ça. Les ventes de billets non plus. C'était aussi l'épuisement mental du genre « Rien de ce que je fais ne sera bien et les gens se moqueront de moi. » Alors elle a annulé. D'accord. Donc c'était parce qu'il y avait peu de billets vendus et que tu pensais qu'on se moquerait de toi. L'auteur résume aussi qu'au cours des semaines qui ont suivi l'assassinat de Charlie, elle est revenue sur le devant de la scène, apparaissant lors d'événements et de conférences malgré son chagrin. Les critiques, cependant, ont affirmé que son comportement paraissait performatif ou artificiel, et l'informateur dit, je cite, « Elle dit qu'elle faisait bonne figure, qu'elle montrait un visage courageux, et que c'est pour ça qu'elle agissait ainsi. » C'est vrai, ça rendait mal. On lui a tous dit, mais elle l'a fait quand même. Je sais qu'elle pleure, Charlie, comme nous tous, mais sa façon de le montrer est étrange. Fait-elle assez son deuil? Pas à moi de le dire, mais donne-t-elle une mauvaise impression? C'est évident. Elle réalise enfin à quel point tout cela paraissait étrange. C'est une bonne chose. Je veux dire, je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, j'ai lu ça et je me suis dit, wow, ils ont engagé quelqu'un qui n'est pas Andrew Colbert. Et ils admettent qu'ils nous ont manipulés et qu'Erika a été étrange et que tout ce qu'ils ont fait était mauvais et qu'ils nous racontent des mensonges absurdes et on les prend en flagrant délit de mensonge et ils continuent de mentir. Qu'est-ce qu'Andrew Colbert devrait avoir à s'excuser? Il devrait présenter ses excuses au vice-président. Je suis désolée de le dire, mais ça ressemble à une victoire.
C'est ça. Il faut saisir les victoires là où on peut les trouver. C'est ce que ça donne l'impression d'être. Une victoire. Comme si, enfin, quelqu'un avait dit « ça ne marche pas et il faut changer de cap ». Et c'est parce que nous avons maintenu la pression et que nous les avons pris à chaque mensonge. J'en suis au point où je veux juste qu'Erika sorte un livre genre « Si je l'avais fait », tu vois, comme OG. Il l'a fait. Si je l'avais fait par Erika Kirk, je pense que ça se vendrait mieux que le livre sur le Shabbat. Bref, changeons de sujet pour parler de son cher ami, Victor Marx, parce que nous avons maintenant la preuve qu'il a bel et bien annoncé que Charlie Kirk était mort. En premier, au monde, je devrais préciser. Et c'est très intéressant. C'est intéressant à cause de tout ce que nous venons d'apprendre sur lui. Et on se demande où il a eu cette information. C'est au moins assez pertinent pour figurer sur notre chronologie, non? Je le pense aussi. Victor Marx a été la première personne à annoncer que Charlie était parti au paradis, c'est ce qu'il a dit. Je vais vous montrer cette publication juste ici. Et vous, la personne qui nous a envoyé ça, ils nous l'ont envoyé en heure de l'Est. Heureusement, ils en avaient fait une capture d'écran. Leur ami le leur a envoyé et cela nous a montré la chronologie. Mais il est écrit ici, Victor Marx a écrit « Priez pour Erika et leurs 2 petits-enfants qui ont besoin de prière maintenant que Charlie est au paradis. » Le tireur est en garde à vue. Et il a fait une vidéo où il a annoncé que Charlie était décédé. Et les gens dans les commentaires disaient « Mais Glenn Beck a publié qu'il était stable. Ce n'est pas confirmé. » Qui a confirmé cela? Je n'ai rien vu publier disant qu'il était décédé. Et moi non plus, je me souviens juste que cela s'est produit ce jour-là. Je me souviens très bien que Victor Marx a été la première personne à dire que Charlie était décédé. Et il faut savoir qu'il a publié cette information à 13h13. Heure de l'Utah, fuseau horaire des Rocheuses. Donc, c'est moins d'1 heure après que Charlie a été touché par balle. Le cher ami d'Erika Kirk, Victor Marx, a annoncé qu'il était décédé. C'était seulement 50 minutes après que Charlie a été touché. Qui le lui a dit? J'ai l'impression que c'est tôt. Et nous devrions le noter ici. Revenons à notre chronologie minute par minute du 10 septembre et voyons exactement où cela se situe. Parce que c'est presque comme s'il savait avec Erika. C'est un peu comme la façon dont Bébé a su un peu trop tôt qu'il avait été touché par balle. Elle a commenté trop tôt, juste avant le président des États-Unis, et Victor Marx a mis en ligne cette vidéo à 13h13. C'est à ce moment-là qu'Erika devrait l'apprendre, après avoir raccroché avec le médecin. Le public n'en a donc été informé officiellement qu'à 14h40, lorsque le président Trump l'a annoncé. Sur X, encore une fois, tout ceci se dit en heure des montagnes, dans le fuseau horaire des montagnes. Oui, il l'a battu d'1 heure et 27 minutes. Autrement dit, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Vous trouvez ça bizarre, vous aussi? Je veux que vous y réfléchissiez. Et nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis. La fête des mères est l'un des plus beaux moments de l'année pour partager des nouvelles qui changent la vie. Vous avez probablement déjà vécu ces instants. Une famille réunie. Quand on annonce avec un sourire qu'une nouvelle maman rejoindra la famille, c'est incomparable. Mais pour certaines femmes, la fête des mères a un sens bien différent. Au lieu de célébrer, elles portent un secret, se sentent effrayées, incertaines et complètement seules. C'est pour cela que Preborn existe, car lorsqu'une femme voit son bébé à l'échographie et entend ce petit battement de cœur, cela double les chances qu'elle choisisse la vie. Cette fête des mères, vous pouvez rendre ce moment possible. Pour seulement 28 $, vous pouvez offrir une échographie et pour 140 $, vous pouvez aider 5 mamans dans le besoin. Preborn n'offre pas seulement un instant, ils offrent un avenir avec des soins, des vêtements et un soutien psychologique. Offrez de l'espoir et aidez une future mère en cette fête des mères. Pour donner, composez le dièse 250 mots-clés bébé. Bébé ou rendez-vous sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Aussi, je dois vous parler des soins de la peau Nomi. Beaucoup se tournent vers des soins plus naturels, notamment le suif. Mais tous les produits ne se valent pas. Certains sont gras et restent en surface sans vraiment aider votre peau. La Sunshine Tallow Cream et le Buzin Tallow Balm de Nimi utilisent un suif proche des lipides de votre peau. Mieux absorbé, il soutient la barrière cutanée sans juste la recouvrir. Nimi allie cet ingrédient ancestral à des formules propres et des plantes choisies pour une peau nourrie, protégée et confortable, sans lourdeur. Une approche naturelle et réfléchie. Douce et efficace, elle soutient naturellement votre peau. Curieux du suif ou en quête d'un soin naturel performant? C'est le point de départ idéal. À retrouver sur nimiskincare.com.
Et si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez utiliser mon code CANDICE10 lors du paiement pour bénéficier d'une réduction. C'est nemeskincare.com. Je vous parle aussi de Pure Talk car c'est l'une des premières entreprises que j'ai jamais recommandées il y a presque 5 ans. Je cherchais un opérateur partageant mes valeurs. Pure Talk est dirigé par des vétérans, donc les aider est primordial. Ils ont donné plus d'un $500,000 à America's Warrior Partnership qui lutte contre le suicide chez les vétérans. Et Pure Talk crée des emplois avec un service 100% américain. Main-d'œuvre. Alors oui, il serait beaucoup moins cher d'envoyer les emplois à l'étranger comme le font d'autres entreprises, mais ils sont déterminés à offrir la meilleure expérience possible à leurs clients. J'adore le service de Pure Talk. Il vous offre les mêmes antennes, le même réseau, la même couverture 5G que les grands opérateurs, mais pour une fraction du prix. Je choisis de faire affaire avec des entreprises qui partagent mes valeurs, qui soutiennent les vétérans chaque jour et qui créent des emplois américains. Alors, faites le changement dès aujourd'hui. Allez sur puretalk.com/Owens. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens. Quelqu'un dans les commentaires vient de le signaler, et je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, merci de nous envoyer un email à moretipsatkanisowens.com. Ils ont dit qu'en fait, ils avaient d'abord entendu parler d'Amir Safari, ou Amir Sarbati, je crois que c'est son nom. Je sais qu'il est très impliqué dans les églises et auprès des pasteurs et avec toutes ces personnes. Donc, si c'est vrai et que vous en avez la preuve, merci de nous l'envoyer. Nous aimerions l'ajouter à notre chronologie. Ce serait intéressant parce que je crois qu'il est dans l'IDF. Bref, revenons à Victor Marx. Eh bien, Baron Coleman a aussi mené son enquête et a découvert qu'il est un marchand d'armes à feu agréé. Encore une découverte brillante. Écoutez ceci. Mais Candace a fait une remarque intéressante. Elle a observé que ce type aime acheter beaucoup d'armes à feu. Et qu'est-ce qu'il en fait? Comment un citoyen privé peut-il acheter 50 armes à la fois? Alors nous avons cherché et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il possède une licence FFL de classe 1. Il y a beaucoup de sites web. Vous pouvez vérifier par vous-même. Voici un exemple dont nous avons pu retirer ces informations personnelles. Vous trouverez la désignation classe 1 sur certains autres sites web. Mais croyez-moi, si vous faites une recherche sur lui, le Victor Marx Group LLC à Colorado Springs, où il habite, vous verrez qu'il possède une licence FFL classe 1. Cela signifie qu'il est un vendeur d'armes à feu agréé. Il est un vendeur d'armes à feu agréé. Maintenant, je ne sais pas pour vos pasteurs. J'en ai eu quelques-uns au fil des années. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux ait été vendeur d'armes à feu agréés. J'ai côtoyé beaucoup de candidats politiques. Je ne me souviens pas que l'un d'entre eux ait été vendeur d'armes à feu agréé. C'est vraiment intéressant. Je peux vous dire que Victor Marx n'a toujours pas répondu à mes messages, d'ailleurs, malgré le fait qu'il ait fait le tour de la presse presque immédiatement. Il affirme qu'il est prêt à s'asseoir avec moi, mais il a posé certaines conditions. L'une des conditions est qu'il souhaite pouvoir venir avec sa femme, Eileen, mais il ne veut pas que Corbiol soit présent, la personne dont j'ai lu la lettre. C'est très pertinent. C'était quelqu'un qui a vécu l'expérience où vous vouliez des armes en Haïti alors qu'il l'avait déconseillé, Israël. Il serait donc logique que Corby Hall soit présent, car je n'ai pas traité avec Victor Marx pour des armes en Haïti avec Jimmy Barbecue. Je dois vous dire, les gars, je fonctionne à l'instinct et simplement en écoutant l'explication de Victor Marx concernant ses relations avec Corby Hall, ça ne m'a pas semblé sincère. D'accord, je veux que vous l'écoutiez s'expliquer. Il admet avoir menacé de frapper Corby Hall, mais il donne une excuse pour expliquer pourquoi il a fait cela. Dites-moi si son excuse vous paraît crédible. Écoutez bien. La seule chose qu'il a dite qui soit vraie, c'est que j'ai effectivement dit que je lui botterais le cul. Dans quel contexte as-tu dit ça? Il était super déprimé, il avait des problèmes, et on l'a amené ici, et je tournais en rond dans notre centre d'entraînement pendant des heures, à marcher. Et il a commencé à faire des allusions bizarres et menaçantes. Mais j'ai fini par l'emmener dans le centre d'entraînement. Je lui apprenais à donner des coups de poing parce que, tu sais, il venait de dire « Je n'ai jamais combattu personne. Je me sens comme un lâche. » Je lui ai dit « Eh bien, tu as juste besoin d'apprendre quelques bases. » Donc, je travaille avec lui sur un sac pour essayer de lui donner confiance. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas duré.
Juste pour être clair, ce petit montage qu'on vient de faire là, il parle du même jour. Donc pour résumer, il a emmené Corby, Al est arrivé et Corby a dit « Je suis déprimé » et il a répondu « Eh bien, je vais te botter les fesses. » C'est tout, merci. Et puis il se regarde, puis il continue à se promener dans le complexe. Et il sous-entend que, selon lui, Corby Hall a dit quelque chose à double sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, étant donné qu'il dit ensuite, dans la foulée, que Corby Hall ne s'est jamais battu. Et donc il l'a ensuite emmené pour lui apprendre à se battre, à donner un coup de poing. Je n'arrive juste pas à croire que quelqu'un irait chez une personne passionnée d'armes à feu et armurier enregistré et commencerait simplement une bagarre, sans même savoir comment donner un coup de poing. Mais c'est ce qu'il veut nous faire croire. Corby était entouré de militaires et d'une immense propriété privée, d'un vendeur d'armes à feu privé, et il aurait pensé que c'était une bonne idée de menacer le propriétaire. Qui a la sécurité tout autour? Et ensuite, ils se sont dit « Ouais, est-ce qu'on vient de devenir meilleurs amis? Ouais, apprenons à nous battre. » Ouais, non, je ne sais pas. Ailleurs dans cette interview, on lui demande directement à propos de trafic d'armes. Et voici ce qu'on lui a demandé. Et voici comment il a répondu. Écoutez bien. L'une des principales accusations qu'il porte contre vous est que vous cherchez à faire passer des fusils en Haïti, en Israël et peut-être en Iran. Avez-vous déjà cherché à faire passer des fusils, des armes de quelque sorte que ce soit vers ces pays? Bien sûr que non. C'est illégal. Comment pourrais-je même être là où je suis aujourd'hui après des années à travailler avec les autorités fédérales, étatiques et locales? C'est quelque chose qu'il a inventé, je suppose. Mais c'est très simple. Quand les gens, et je me rends compte qu'à notre époque, quand les gens portent des accusations contre vous, ce n'est pas à moi de me défendre. C'est à eux de prouver les accusations, sinon ils sont discrédités, parce que maintenant tout le monde utilise ces mots pour lesquels on ne peut pas être poursuivi. Diffamation et responsabilité, tout ça. Donc c'est ridicule et c'est triste. Pour clarifier, Corby a affirmé que Victor Marx voulait que des armes soient vendues en Israël. Il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une transaction illégale. Il a affirmé que l'accord sur les armes avec Haïti aurait été illégal, puisque vous n'êtes pas autorisé à faire ce genre de transaction avec Haïti. Au niveau fédéral, il disait que ce n'était pas possible. Donc il a mis en garde, il a refusé et a mis Victor Marx en garde contre cela. Il a également, et je parle de Corby, soumis certains messages textes qui vont certainement dans le sens de le prouver. Victor Marx, au minimum, était en communication avec Israël pour acheter des armes, ou plutôt pour acheter le brevet de son entreprise, Folda'ar, au nom de l'armée israélienne, IDF. Je vais donc lire ces messages. Et encore une fois, je serai ravi d'accueillir Victor Marx dans l'émission. Pour venir s'asseoir, contester et dire que ces messages sont inauthentiques, mais les voici. Victor Marx a écrit « J'ai essayé de t'aider dans 3 domaines précis. Ta vie personnelle, ton mariage et ton entreprise. Je suis toujours prêt à t'aider à conclure un accord, mais c'est mon nom, ma réputation et mes relations qui sont en jeu. Le groupe de défense israélien avec lequel nous sommes en contact est prêt à examiner le brevet et un éventuel accord. » D'accord, donc il est lié à un groupe de défense israélien. Ces messages sont authentiques. Tu ne sais pas tout de qui je suis, et c'est très bien ainsi. J'aimerais savoir tout de qui tu es. Je pense que l'État du Colorado aimerait peut-être aussi savoir tout de qui tu es. Il continue. Mais comprends ceci. Juste la nuit dernière, une entreprise dont je suis copropriétaire a obtenu un important contrat SOCOM pour un travail hautement spécialisé. Donc je te le dis, Dieu agit, mais il n'est pas obligé de te bénir simplement parce que tu es talentueux ou blessé. Sa grâce est un don, et il résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Et donc, en réponse, voici ce que Corby a écrit. Il a écrit « Pourquoi tant d'attention portée à l'IDF et pas autant aux écoles nationales? L'un pour financer l'autre, point d'interrogation. Sinon, cela n'a tout simplement pas de sens. Dieu ne m'a pas fait concevoir cela pour la guerre. S'il l'avait fait, alors ce serait pour après les écoles. S'il l'avait fait, alors ce serait pour après. Les écoles sont la priorité principale et nous n'avons couvert que moins de 10%. L'IDF n'utilisera pas cela principalement pour la protection des enfants. Est-ce qu'ils mettent des hommes dans leurs écoles avec ça? Corrige-moi si je me trompe complètement. Je détesterais envoyer 1000 unités à l'IDF et voir une école non protégée se faire attaquer ici. Ce qui soulève en fait un bon point. Israël peut-il garantir d'en mettre 1 ou 2 dans chacune de ces écoles, en plus d'un ordre militaire?
C'est donc exactement ce qu'il a dit dans ce que nous avons lu, à savoir qu'il voulait s'assurer que la priorité principale serait les écoles. Et Victor Marx n'aimait pas cela. Et il a commencé à utiliser, Dieu ceci, le timing cela, pour le manipuler. Et Victor Marx répond et dit « Je suis content que tu aies reçu mes paroles. Voyons si tu les appliques. Corby, concentre-toi. Tu n'enverras pas 1000 unités à qui que ce soit dans l'IDF. Tu recevras un chèque pour le brevet et peut-être pour ta société, puis tu passeras à ta prochaine aventure. » Donc, il dit en gros qu'ils vont simplement l'acheter. Ils vont vous racheter. Vous savez, vous n'avez rien à leur vendre, car ils veulent juste votre brevet. AR quadruple. Donc oui, c'est lui. Si ces messages viennent de lui, alors ce n'est pas le cas. Je suis ravi qu'il conteste cela, mais je ne pense certainement pas que Corby ait inventé tout ça hier soir. Et il a dit « Je crois que cette conversation a eu lieu courant avril. » Skylar, c'est bien ça? Je crois que c'était en avril, mais ne me citez pas là-dessus. C'était le cas. D'accord. En avril, il agit au nom de l'IDF. Je veux dire, y a-t-il une autre façon d'interpréter cela? Genre, ils veulent votre brevet pour pouvoir faire quoi? Est-ce qu'ils sont connus pour quelque chose de positif en ce qui concerne les écoles? Donc, la conversation a eu lieu en avril 2025. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Je suis tout à fait disposée, pour être clair, à inviter Victor avec sa femme s'il souhaite qu'elle soit présente. Je n'ai aucun problème avec ça, mais il faudra qu'il accepte de s'asseoir avec Corby Hall parce qu'il m'a envoyé une tonne de messages et j'aimerais commencer à les trier. Sinon, je suis heureux de recevoir seulement Victor dans mon émission, en tête-à-tête, s'il souhaite me rejoindre virtuellement, pour discuter plus généralement de sa vie et de la façon dont il est devenu si proche d'Erika Kirk, comment il a su, dès le début, avant tout le monde, pratiquement en même temps qu'Erika Kirk, que Charlie Kirk était mort. Il l'a su avant moi, il l'a clairement su avant moi. Je vais m'arrêter là. Je vais en rester là. Au fait, avant que nous abordions ce rapport de l'ATF, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. Nous avons découvert que Robert Maxwell, oui, j'ai l'impression qu'une grande partie de tout cela tourne autour d'Epstein et Robert Maxwell, si l'on en croit l'ancien agent du Mossad, c'est lui qui a présenté Epstein à Ghislaine, qui l'a d'abord impliqué dans le trafic d'armes. Les gens oublient ce petit détail. Mais Viktor Ostrovsky a également dit la même chose. Il a d'abord été impliqué dans l'affaire Iran-Contra dans les années 80. C'est ce qu'il faisait en traitant avec Adnan Khashoggi au départ. C'est pour cela qu'il avait été recruté par Israël. Cela s'est transformé en réseau de chantage. L'agent du Mossad qui raconte cette histoire, il y a des extraits de lui. Il dit qu'il pensait que Jeffrey Epstein était un idiot. Et ils lui ont trouvé une utilité supplémentaire, faire chanter des politiciens. Mais à l'origine, c'était du trafic d'armes. Je t'en parle parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Robert Maxwell, le père de Ghislaine, a été l'un des premiers investisseurs dans Bain Capital, la société de Mitt Romney. Qui l'aurait cru? Quel sac de nœuds nous tissons? L'entreprise a été lancée avec des fonds de départ provenant du père de Ghislaine. Et à cette époque, il est le meilleur ami de Netanyahou, Mitt Romney. C'est un groupe de conseil de Boston. Ils ont du mal à lever des fonds. Il a du mal à lever des fonds pour Bain Capital. Apparemment, le Los Angeles Times a publié un article révélant cela en 2012. Lorsque Mitt Romney était candidat, ils ont découvert qu'il peinait à réunir les 37 millions de dollars initiaux qu'ils voulaient pour leurs fonds. Ils se sont donc tournés vers des investisseurs étrangers et Robert Maxwell lui a donné 2 millions de dollars sur les 37 millions, ainsi que d'autres investisseurs étrangers douteux. Voilà. Oui, c'est fascinant. Comme je l'ai dit, quel sac de nœuds nous tissons? À terme, je pense qu'il va falloir qu'on crée une colonne dans notre tableau pour les personnes qui semblent n'être qu'à 1 degré de séparation de Jeffrey Epstein. Finalement, cette colonne pourrait devenir nécessaire parce que ce thème revient sans cesse. Bref, revenons ou plutôt parlons de l'ATF. Le résumé de l'ATF a été publié. Ils essayent de faire croire ou de prétendre qu'il y a quelque chose de gros ou d'explosif là-dedans. Ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas explosif. C'est l'une des choses que je ne cesse de répéter. Et je veux continuer à me répéter pour que cela vous rentre bien dans la tête. Ils n'ont toujours pas prouvé que l'arme de Tyler Robinson a même été tirée le 10 septembre. Ça, il n'y a rien là-dessus. La première chose que la police ferait si vous étiez amené au poste, c'est de réaliser ce test de base pour voir si vous avez des résidus de poudre sur vous. Ils testeraient aussi l'arme. Des chiens détecteurs de bombes ont été amenés.
Ils n'ont pas trouvé cette arme, ce qui signifie qu'elle n'a pas été tirée récemment. Aucun des chiens détecteurs de bombes ou des canidés n'a pu le déterminer. Donc, c'est un problème majeur ici. Depuis le début, je dis qu'ils ne vont pas pouvoir relier cette arme. Et je pense que Lance Twiggs est bien plus impliqué dans cette affaire. Je crois que c'est un agent fédéral. Je pense qu'en tant que colocataire, il a récupéré l'arme de Tyler Robinson. Il a récupéré les douilles de Tyler Robinson. Et à un moment antérieur, puis cela a été déposé. À un moment donné, peut-être la veille ou le 10 septembre, cette arme a été déposée, puis elle a été retrouvée. Et c'est pour cela que les chiens détecteurs de bombes ne l'ont pas trouvée, parce qu'elle n'avait pas été tirée récemment. Je crois qu'ils peuvent la sentir. Même s'il pleut, ils pourraient encore sentir les résidus de l'arme jusqu'à 7 jours après qu'elle ait été tirée. Ils n'ont pas tiré. Ils ne l'ont pas trouvée. Donc, elle n'a pas été tirée. D'accord. Et donc, ils ont publié ce résumé de l'ATF, pour être clair. Et la presse fait ce qu'elle fait. Parce qu'ils essaient d'orienter cette affaire en faveur de l'accusation en faisant croire qu'il y a un scoop dedans. Sachez simplement qu'il n'y a pas de scoop. Cela ne prend pas. Mais on peut regarder ça très rapidement. Et cela confirme tout simplement exactement ce que la défense a exposé dans son dossier, à savoir que tout ce qu'ils ont obtenu, c'est cela. Ils ont obtenu un rapport sommaire et ils vous ont dit ce qu'ils ont examiné. Ils ont déterminé que la douille correspondait à l'arme. Voilà, d'accord. Rappelez-vous, il est en train de manipuler la douille. D'accord, peu importe, on le savait. Je n'ai jamais eu l'illusion que ce n'était pas l'arme de Tyler Robinson. Je savais que c'était l'arme de Tyler Robinson. Je savais qu'il y avait ses empreintes dessus et il y avait aussi 6 autres jeux d'empreintes. À qui appartiennent ces empreintes? Qui sont les autres parties de moi? 5 autres jeux d'empreintes sont présents sur cette arme. Ce serait intéressant pour nous de le découvrir. Et donc, en gros, ça dit oui. Les douilles correspondent à l'arme. Tout cela se passe par l'intérieur du corps de Charlie. Et ensuite, ça nous dit que la chemise de la balle, les fragments des chemises de balle, n'ont pas pu être identifiés ou exclus comme ayant été tirés à partir de la pièce à conviction. Un fusil sur la base d'un accord sur toutes les caractéristiques de classe discernables. Et donc maintenant, ils demandent ou ils prétendent qu'ils vont examiner la question d'une manière différente. Ils vont utiliser la comparaison microscopique juste à temps pour que je reçoive un microscope pour mon anniversaire, parce que je vous promets, je ferai des tests. Cependant, ils disent qu'ils mènent cette analyse. Si ça fonctionne selon eux, ils pourront faire une correspondance. Je m'en assurerai. Je vais aller dans le jardin et je vais m'assurer que c'est effectivement une méthode réalisable. Je vais devenir un expert en microscope du jour au lendemain, je vous le promets, parce que tout cela commence à ressembler à ce que ça a toujours été, c'est-à-dire à une magouille. Ils essaient juste de faire coller tout ça. Ils sont corrompus. Ils savent qu'ils n'ont pas de dossier. Ils veulent réinstaurer les anciennes méthodes du FBI qui ont été mises en place après l'assassinat de JFK parce qu'ils ont aussi menti à ce sujet. Et c'est exactement la même chose qui recommence. Il a été assassiné. Je crois que notre gouvernement était impliqué. Je crois que des gouvernements étrangers étaient également impliqués. Que ce contrat a été autorisé à se réaliser et que Charlie Kirk a été écarté comme obstacle à la guerre contre l'Iran. C'est mon opinion basée sur tout ce que j'ai examiné et que beaucoup de gens sont maintenant impliqués dans une dissimulation. Et je crois aussi qu'ils vont tous se faire prendre. Voilà donc ce message joyeux et optimiste. Nous revenons tout de suite après une pause. Très bien, vous savez que je suis toujours à la recherche de snacks et de compléments faits avec de vrais ingrédients, sans rien de bizarre ou d'artificiel. C'est pourquoi j'adore Paleo Valley. Récemment, ma manager n'arrête pas de parler de leur poudre de protéines au bouillon d'os saveur caramel salé. Elle en met dans son café chaque matin et elle jure que ça a le goût d'une boisson de café haut de gamme. Donc évidemment, j'ai dû essayer et elle avait raison. Ça se mélange vraiment bien. Au goût riche de caramel salé, ces protéines de bouillon d'os de bœuf soutiennent votre peau, vos articulations et votre intestin pendant votre café. On a l'impression de se faire plaisir, mais c'est rempli de bonnes choses. Paleo Valley propose sa protéine de bouillon d'os dans une variété de saveurs. De notre préféré, bien sûr, le caramel salé, à l'original savoureux, vanille, chocolat, curcuma, gingembre et sans saveur. Alors, améliorez vos protéines et vos encas avec des ingrédients complets et plus sains de Paleo Valley et ressentez la différence qu'apporte une vraie alimentation. En ce moment, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande sur paleovalley.com si vous utilisez mon code CANDICE lors du paiement. Encore une fois, c'est paleovalley.com. Code promo CANDICE lors du paiement. Je vous rappelle aussi American Financing. Entre courses, voyages et inflation, on se sent vite dépassé, surtout en dépendant des cartes de crédit pour l'essentiel.
si la dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Propriétaire, vous hésitez à appeler American Financing pour garder votre taux bas. American Financing a créé le prêt Smart Equity. C'est une solution simple pour stabiliser vos finances en gardant votre taux actuel, à l'inverse d'une HELOC qui est fluctuante. Le prêt Smart Equity offre un taux fixe pour des mensualités prévisibles. Utilisez la valeur nette de votre maison pour rembourser vos dettes à taux élevé et libérer votre trésorerie. Test d'éligibilité gratuit. Appelez American Financing au 800-795-1210 ou visitez americanfinancing.net/Owens. Je vous le dis, les gars, je vais acheter un microscope. C'est du bricolage. Ils finiront par le découvrir. Je dis à l'ATF qu'ils vont le découvrir. J'achète un microscope et je mets mes lunettes. Je vais tout faire. Je vais examiner tout ce que vous dites être la manière dont vous faites cela. Vous n'allez pas utiliser tout un tas de grands mots. Nous allons analyser jusqu'à la balle. Non. Nous allons faire preuve de toute la diligence requise dans cette affaire. Si vous dites que cette balle, qu'on nous avait d'abord dit avoir retrouvée, maintenant ils disent que c'est un fragment. Et maintenant, ils doivent faire appel à des techniques spéciales pour essayer de lier ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Meilleur commentaire de l'épisode d'hier, c'est exact. Où était toute cette sécurité incroyable quand Charlie a dit « Ils vont me tuer » Il recevait ses messages. Dan Flo recevait ses messages. Et puis, après avoir échoué à protéger Charlie, il n'a même pas, d'après ce que nous disent nos sources, il n'a même pas fait de repérage. Tout ce qui lui importait avant cela, c'était de s'assurer qu'ils avaient une sortie dégagée derrière Charlie. Ils ont ignoré les préoccupations de sécurité exprimées par l'école, qui disait qu'ils ne devraient pas faire cela dans une zone non contrôlée, une zone à circulation non contrôlée. Ils l'ont mis là comme une cible facile. Ils l'ont fait sortir de là rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Dan Flood se voit offrir une prime et une augmentation par Erika. OK, tout à fait normal. Peut-être que tu devrais ajouter ça à l'article du Daily Mail. Ce n'est pas vraiment la chose la plus normale à faire. En fait, tu avais une seule mission et tu l'as ratée. On n'offre pas une promotion à cette personne, mais tu l'as fait. Robert Madden a écrit « La seule menace dont elle devrait s'inquiéter, c'est que la vérité éclate. » C'est exact. Les gars, il faut que je vous montre ce tweet. D'ailleurs, il m'a tué quand je l'ai vu. Je ne l'ai même pas retweeté tellement il était bon. Je voulais juste vous le montrer ici, dans mon émission. Zach a écrit « J'ai interviewé la chaise menaçant de mort Erika et voici ses propos. » J'adore Internet. J'adore vraiment Internet. Internet est toujours là pour passer un bon moment. D'accord, lisons quelques-uns de vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Nikki Schumacher écrit « En tant que baptiste réformé dans le Deep South, j'ai commencé à adorer avec les presbytériens parce que je ne peux tout simplement plus supporter le faux évangile d'Israël. C'est l'épouse de Dieu. C'est tellement évident que c'est une hérésie. C'est plus évident que jamais. J'utilise constamment des versets bibliques pour vous expliquer pourquoi. C'est totalement acceptable pour Israël de tuer sans cesse des enfants, de voler sans cesse. Et je pense d'ailleurs que les sionistes chrétiens sont pires que les sionistes radicaux qui sont en Israël. Je le pense vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de particulièrement répugnant à le faire sous un vernis de christianisme. On peut presque comprendre cela pour beaucoup de Juifs américains, n'est-ce pas? De la même manière, comme je le dis toujours, comme nous avons été élevés en tant qu'Afro-Américains, et t'apprends un peu l'histoire de l'esclavage, et ça va être ton point de référence historique le plus effrayant à l'école. On peut comprendre, pour un sioniste juif, comment il pourrait tomber dans ce piège. Et beaucoup d'entre eux commencent maintenant à se réveiller. Leurs œillères tombent. Ils ne soutiennent pas Bibi Netanyahou. Regardez les sondages. Les Juifs américains se rendent compte que ce n'est qu'un meurtrier de masse. C'est littéralement Jeffrey Dahmer. C'est ça. Il va simplement en tant que premier ministre, Jeffrey Dahmer. Et puis, il y a tout un tas de gens qui essaient de vous expliquer pourquoi. Ce qu'il fait est biblique, comme s'en prendre constamment aux enfants, excuser le viol de prisonniers qui n'ont même pas été jugés. Ils sont détenus simplement parce qu'ils sont palestiniens. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le cas, il y a un véritable éveil qui se produit partout, et on peut le voir dans les chiffres. Beaucoup de gens quittent ces églises baptistes du Deep South parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'adorent pas vraiment rien d'autre que l'État moderne d'Israël qui n'a absolument rien à voir avec l'Israël de la Bible.
Biggie Kells écrit « Erika a annulé sa fausse apparition gay parce que la vraie menace, c'était Drewski qui allait venir et faire mieux qu'elle. » C'est d'ailleurs drôle parce que Baron l'a relevé dans son émission hier soir. Il a dit « Je pense qu'elle a annulé sa venue à cause de Drewski. Parce que maintenant, tout le monde se dit « Voilà ce que le monde pense de toi. » Et elle ne pouvait pas se montrer. Et elle aurait dû simplement le dire ou alors ne rien dire du tout. Tu as le droit de ne rien dire. Tu as le droit de dire « Erika, il y a eu un imprévu. Il y aura plus d'informations dans les prochains jours. Erika ne sera pas là ce soir. C'est tout. » Mais au lieu de ça, Andrew est arrivé avec l'énergie du « c'est ta faute ». Et il devrait s'excuser, mais il ne le fera pas parce qu'il n'a fait preuve d'aucune humilité depuis le 10 septembre. C'est probablement ce qu'il a toujours été, pour être franc. James The Least écrit « J'ai vu Ben Shapiro te reprocher à toi et à tes spectateurs les menaces contre Erika. Quel abruti. Pourquoi tu regardes Ben Shapiro? Je me dis « Mais qui s'en soucie? » Je veux dire, c'est le gars qui s'assoit avec Bibi Netanyahu et qui ensuite nous dit que Theo Von est une menace pour la civilisation. OK, il interviewe littéralement des tueurs de masse comme Zelensky dans son émission. Et il dit « Ces gens sont formidables. » Parlons de Theo Von, quelqu'un de vraiment inoffensif. C'est le clown de la classe qui aime tout le monde et fait rire tout le monde. Pourtant, Ben Shapiro trouve le moyen de s'en prendre à lui, sans doute parce que personne ne l'a jamais aimé depuis qu'il est gosse. Et le monde l'a compris. Il a acheté des vues toute sa vie. Il ne disparaîtra jamais. Il faut juste s'habituer à ce bruit de fond agaçant. Il veut de la popularité. Il ne l'aura jamais à cause de qui il est en tant que personne. C'est sa nature. Il n'a rien à faire. Ses idées sont nulles aussi. Mais c'est vraiment sa façon de traiter les gens et de leur reprocher d'avoir du cœur, ce que Theo Von a. C'est ça qu'il déteste chez Theo Von. Et il veut qu'il soit annulé. C'est tout simplement incroyable. Tim Morgan écrit « Oh, je viens juste de lire ça. Oh, la menace la plus crédible pour Erika et son équipe, c'est la vérité. » Seven Sheets écrit « Si je dois croire que la vérité l'emporte toujours, ce dont je ne suis pas totalement convaincu, je dois néanmoins soutenir ceux qui, selon moi, cherchent la vérité. Un travail courageux et indéniablement féroce, Candace, des prières et la foi pour nous protéger tous. Il faut y croire, je vous le dis, à la fin, la vérité l'emporte. Je le sais, tout simplement, je ne peux pas l'expliquer. On peut le voir parce qu'ils sont tout simplement trop radicaux. Il n'y a plus de stratégie. Ils sont en train de perdre pied. Et oui, il y a une menace dans leur désespoir. Ils sont chaotiques. Ça ne fonctionne plus comme avant où ils essayaient de se faire des amis. Ils s'en fichent désormais. Encore une fois, comme je viens de le dire, ils s'en prennent à Theo Von, ce qui est tout simplement stupide. Objectivement, en soi, c'est stupide. Vous savez, il faut être attirant. Il faut que les gens vous apprécient. On ne peut pas simplement se faire des ennemis avec tout le monde. Votre argument ne peut pas simplement être « Eh bien, nous avons le pouvoir et nous sommes prêts à annuler ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. » Mais je ressens, comme je l'ai dit, une certaine forme de désespoir, ce qui signifie certainement que Troopers est en train de gagner. Donc, nous devons être les gens heureux. Nous devons être des personnes qui rient et qui s'engagent simplement à dire la vérité en permanence et à contourner tout cela. La culture de l'annulation, si vous voulez. Miss Moxie écrit « J'ai besoin que tu écoutes la chanson Good Citizen d'Ayame. J'ai l'impression que c'est toi qui as écrit les paroles pour elle. Nous t'aimons, Candace. Que Dieu te bénisse et te garde dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes ton armée, toujours derrière toi. Merci. » Wenotme 84 écrit « Peut-être que ce n'était pas 100% de la vanité et peut-être que c'était un peu plus néfaste. Les donateurs ont clairement choisi Rubio pour 2028. Peut-être que cela faisait partie du rituel d'humiliation continue de JD. Bénédiction à l'équipe CEO. Oui, j'ai vu, tu sais, je suis Mel sur X. Village Crazy Lady est son pseudo. Et elle pense qu'ils essayaient de faire passer JD Vance pour quelqu'un de mauvais. Je pense vraiment qu'Erika va le larguer, sans aucun doute. Genre, elle va tout simplement le faire parce qu'elle veut avoir accès et être proche du pouvoir. Je veux dire, c'est incroyable à quel point cette fille est riche, vu la façon dont elle voyage partout. C'est juste incroyable. Mais je crois vraiment que c'était à cause des ventes de billets hier soir, parce qu'elle est entrée, non. Donc, s'il voulait lui tendre un piège, elle ne serait même pas montée dans l'avion. Je pense qu'elle y est allée. Ils pensaient pouvoir vendre un tas de billets à la dernière minute. Ils n'ont pas pu le faire. Ils avaient probablement ces étudiants qui couraient partout en disant « On vous paiera pour être là ». À ce moment-là, humiliée, elle a décidé qu'elle ne voulait plus montrer son visage. Et GD, Vance a fait ce que, honnêtement, Charlie aurait fait. Voilà la différence. Charlie avait du caractère. Charlie pouvait admettre quand il échouait, quand quelque chose ne fonctionnait pas. Et alors, il aurait été en train de griffonner sur un bloc-notes. Voici ce qu'on doit faire ensuite pour éviter ça. Et voici comment on aurait pu faire mieux.
Comment peut-on être plus rapide, meilleur, plus fort? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et cela démontre qu'il était un leader né. Et Erika n'est pas une leader née. Elle est, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment la décrire. Elle est ambitieuse comme pas possible. Et elle a une idée de l'endroit où elle aimerait être. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'il faut pour y arriver. Et elle n'a jamais démontré la capacité de construire quelque chose par elle-même et de le faire durer. Et c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Si vous souhaitez soutenir notre émission, vous savez que vous pouvez aller sur notre site web et nous avons des produits dérivés. Achetez nos produits dérivés et les casquettes Make America Christian Again. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, non? Les casquettes, Jean-Michel, elles aussi sont magnifiques. Ce sticker pour pare-choc, on peut ouvrir cet autocollant. Votre voiture en a besoin. Votre voiture a l'air sale. Votre voiture n'est pas belle. Elle a besoin d'une mise à niveau. Elle a besoin de ce sticker pour pare-choc. Elle a besoin d'un visage qui n'a lancé aucun navire. Et vous pouvez l'obtenir dès maintenant exclusivement sur CandiceOwens.com. C'est exactement ce qu'il faut à votre voiture. Je serais très contrariée si ce n'était pas à l'arrière de votre voiture. Je veux voir quelqu'un avec ça à l'arrière de sa voiture. Et je veux klaxonner comme une folle en le voyant. Donc, si vous vivez à Nashville, surtout, vous devez l'avoir, l'acheter et le mettre sur votre voiture. Bref, les amis, on se retrouve, c'est jeudi. Oh là là, donc je ne vous verrai pas demain. Je vous verrai pour le club de lecture demain parce qu'on a décalé la semaine dernière pour s'adapter au tweet de Trump. Donc, on se retrouve pour le club de lecture demain. Il se passe beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur la franc-maçonnerie. Et oui, ça devient très intéressant. On se retrouve alors, les amis.